Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. On s'appelle encore et toujours Anna et Fanny, et on vous annonce la date de notre prochain All That Jazz Cinéma Club. Il s'agira du dimanche 5 mai, toujours à l'Archipel, toujours à 17h. Et à cette occasion, on vous proposera de regarder Hairspray, le film d'Adam Shankman de 2007, qui est l'adaptation de la comédie musicale de Broadway de 2002, elle-même basée sur le film de John Waters de 1988. Donc pour rappel, on avait consacré un épisode à Hairspray il y a déjà pas mal de temps. Donc vous pouvez le réécouter pour réviser et on vous attend, donc nombreuses et nombreuses, le 5 mai à 17h à l'Archipel. Et aujourd'hui, on va vous parler d'une comédie musicale qui date de 1960, dont la musique est composée par Harvey Schmidt sur un livret et paroles de Tom Jones, une comédie musicale qui s'appelle The Fantastics. Oui, une comédie musicale assez méconnue dont on va vous raconter son histoire. Alors Harvey Schmidt et Tom Jones, c'est un duo qui a beaucoup travaillé ensemble. Ils ont écrit d'autres musicals par la suite, dont aucun ne sont des énormes succès. Ils ont fait par exemple I Do en 66, une comédie musicale avec Mary Martin et Robert Preston. Mais The Fantastics reste leur œuvre la plus marquante. The Fantastics, c'est une comédie musicale qui est librement inspirée de la pièce Les Romanesques d'Edmond Rostand, une pièce écrite en 1894. The Fantastics raconte l'histoire de deux parents voisins qui vont manipuler leurs enfants qui s'appellent Louisa et Matt, pour que ceux-ci tombent amoureux en faisant en fait semblant de se quereller, avec l'idée que si c'est interdit, s'ils rejouent le truc de deux familles qui s'opposent, les enfants vont vouloir tomber amoureux puisque c'est interdit. Pour créer cette fausse querelle, ils érigent notamment un mur en fait entre leurs deux maisons voisines, par-dessus lequel les deux amoureux se parlent en cachette. Enfin, évidemment, c'est ce qu'ils croient. On va évidemment y revenir, mais c'est peut-être parce qu'on l'a vu en France jouer en français, mais c'est vrai que je me suis dit que l'intrigue qui vient donc de cette pièce de Rostand faisait effectivement assez théâtre français, avec des gens qui manigancent pour que d'autres gens tombent amoureux, des quiproquos, des espèces de plans complètement absurdes. Ça m'a fait penser un peu à du Marivaux ou des choses comme ça. Et cette comédie musicale, qui est donc un peu inconnue au bataillon chez nous, il faut le dire malgré tout, c'est en fait une comédie musicale en mode Guinness Book des records, puisque c'est la comédie musicale qui a été la plus longuement jouée au monde. La production originale off-Broadway du spectacle, elle a en fait duré 42 ans, donc de 1960 à 2002, ce qui équivaut à 17 162 représentations. Rien que ça. Et du fait de ce succès, les financeurs qui sont engagés au départ, ils ont eu un retour sur investissement de plus de 10 000%, ce qui quand même paraît assez énormissime. Plutôt pas mal. Et donc c'est une comédie musicale qui a été jouée dans tous les États-Unis et dans au moins 67 pays étrangers. Et donc pour la première fois, si je dis pas de bêtises. Enfin, est-ce que ça avait été joué Je crois pas, non. Avant en France, ouais. Donc c'est pour la première fois en France, donc en 2024. Cette comédie musicale a reçu le Tony Honors for Excellence in Theatre en 1991. Et c'est une pièce aussi qui a la particularité d'être jouée avec une toute petite troupe, un orchestre de 2 à 3 personnes et un décor minimaliste. Donc c'est aussi une pièce qui est très facile à monter en quelque sorte. Et c'est sans doute aussi ce qu'en a fait un incontournable des productions régionales, communautaires et lycéennes, avec environ 250 nouvelles productions chaque année de The Fantastics. Donc assez incroyable à vrai dire qu'on n'en ait pas entendu parler plus tôt. Oui, c'est complètement méconnu en France. On va vous faire une petite chronologie de cette œuvre. Revenons sur donc la première version. The Fantastics, après avoir fait l'objet de premières versions, dont une en un seul acte qui s'est jouée à l'université Barnard en 59, The Fantastics va ouvrir au Sullivan Street Playhouse, qui est un petit théâtre donc off-Broadway à Greenwich Village, le 3 mai 1960. À noter dans cette production que El Gallo, qui est un personnage de la pièce dont on n'a pas encore parlé, qui est un comédien charismatique et mystérieux qui va être embauché, c'est un peu tordu, pour monter un faux enlèvement, pour faire croire que Louisa va être enlevée, que Matt va la sauver, etc. Encore une fois, c'est les manigances des deux pères des personnages principaux.
El Gallo qui est aussi le narrateur de la pièce. Bref, tout ça pour vous dire qu'il était joué donc dans cette version des 1960 par Jerry Orbach, une future légende de Broadway, dont on a déjà parlé un petit peu dans All That Jazz, créateur notamment du rôle de Billy Flynn dans Chicago, et qui a aussi fameusement joué Lumière dans La Belle et la Bête, le film animé de Disney. À noter également que Tom Jones, donc le librettiste et parolier de la pièce, jouait aussi donc dans The Fantastics à l'origine. Il jouait l'un des deux comédiens, El Gallo, donc à deux complices qui sont deux comédiens, et il jouait l'un d'eux. Voilà, là maintenant on voulait faire une petite, on va dire, analyse de la pièce pour que vous compreniez un peu mieux de quoi il s'agit. Je me demandais juste si le fait que la première production date de 59, est-ce qu'on pouvait mettre ça en relation avec la création de West Side Story 2 ans plus tôt à Broadway? Parce qu'on rejoue quand même une histoire d'amour interdite. Bon, évidemment, il y a la pièce de Rostand, mais est-ce que les jeunes qui ont monté ça se sont pas dit « Ah, ben c'est peut-être un thème porteur comme actuellement à Broadway ?» Enfin, tu vois, je sais pas. D'autant que Susan Watson, donc qui est la créatrice, non pas off-Broadway, mais la créatrice au Barnard College, avait joué à Londres dans West Side Story en 58. Elle avait joué Velma et elle était aussi la doublure de Maria, donc il y a sûrement des liens effectivement à voir. Ça m'a paru aussi évident, ouais. D'autant que les romanesques de Edmond Rostand, enfin tout ça c'est des variations autour de quelque chose qui ressemble à Roméo et Juliette malgré tout. Donc, quand même un peu, hein. Ouais, on est d'accord. Alors sur les Fantastics, je trouve que l'intrigue reste quand même vraiment mince et peut-être pas très passionnante. Peut-être aussi d'ailleurs parce que ça manque aussi des grands drames qui vont au contraire habiter Roméo et Juliette et West Side Story. Ici, comme c'est pour de faux, voilà, ça tombe un peu à plat et personnellement, alors ça n'engage que moi, mais je suis assez surprise du succès et du retentissement d'une telle pièce. Après, c'est peut-être aussi tout simplement parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une pièce qui est logistiquement facile à monter, qu'on a des personnages aussi très archétypaux qui permettent à des acteurs, et notamment à des jeunes acteurs, on est dans le cadre de production amateur, de briller dans un emploi très spécifique. Je vois comment elle peut être facilement montée sans que la pièce elle-même ait des qualités incroyables. Je me suis dit aussi, en la voyant, en regardant un petit peu les différentes versions, que c'était vraiment une œuvre qui avait besoin d'être portée par des comédiens vraiment très charismatiques, des comédiens très drôles, voire des stars. Enfin, je pense que le rôle, par exemple, des parents, c'est un rôle essentiel, et que sinon, ça tombe rapidement à plat. Oui, c'est marrant parce que ça m'a refait penser à Forum, A Funny Thing Happened on the Way to the Forum, où effectivement l'intrigue est tellement mince que il faut le charisme des acteurs pour que ça soit intéressant. On a aussi un peu le même couple très neuneux là, des deux jeunes amoureux. J'ai trouvé qu'il y avait des proximités. Outre donc le minimalisme de la pièce dont tu as parlé Fanny, la pièce se caractérise aussi par son côté méta. Ça va être une réflexion autour du pouvoir du théâtre qui est créateur d'illusions mais aussi révélateur de vérité. Ça aussi, c'est sans doute une raison du succès de la pièce et de son entrée un petit peu au répertoire des trucs qui doivent être joués lorsqu'on est au collège ou au lycée. Parce que c'est une pièce de théâtre qui parle de théâtre, donc c'est aussi pédagogique, quoi. C'est pratique. Il y a des choses assez astucieuses dans le genre humour méta. Par exemple, la fin du premier acte. En fait, la fin du premier acte, c'est une sorte de happy end, ça se termine hyper bien. Et donc, il y a le personnage de El Gallo, donc, qui est ce fameux comédien un peu mystérieux, mais qui est aussi le narrateur de la pièce. Il se met à admirer les belles poses triomphantes qui sont prises par les personnages, mais il se demande s'ils vont réussir à rester comme ça, en fait, à rester en pose. Et au début du deuxième acte, les personnages sont toujours dans leur pose, mais ils semblent avoir un peu de mal à tenir, ils galèrent un peu. Et donc ça symbolise la fragilité, bien sûr, de l'amour et du bonheur qui a été acquis dans la première partie du récit. Et d'ailleurs, cette idée d'un acte 1 qui se termine bien, et de l'acte 2 où tout se met à merder complètement, ça m'a fait penser à la structure de Into the Woods, en fait. Je trouve que c'est un petit peu la même idée. Voilà. Et dans le genre méta, il y a aussi pas mal, bien sûr, d'adresses au public tout au long de la pièce. J'avoue qu'étrangement, cet aspect méta m'a moins frappé dans la pièce qu'on a vue, donc la création de l'Opéra National du Rhin. À part un moment où les acteurs tiennent littéralement la pose dans un cadre, donc ça c'est très rigolo, en mode photo de famille idéale, et après effectivement ils le reprennent après l'entracte et on voit qu'ils ont du mal à tenir le cadre.
Mais à part ce moment-là, l'aspect méta m'a moins marqué que dans le film, en fait, où j'ai eu l'impression d'entendre à plusieurs reprises des répliques des personnages qui commentaient les rôles des autres, notamment à un moment donné, Matt, il dit « Ah, mais El Gallo, il a les meilleures répliques, il a le meilleur rôle », il le dit même littéralement. Donc je sais pas pourquoi ça m'a plus marqué dans le film. Peut-être que l'ajout du décorum du cirque, sur lequel on va revenir, renforce ce côté coulisses, théâtralité, en fait, je sais pas. Mais bref, j'avais presque pas remarqué, à vrai dire, lorsqu'on a vu la pièce, tout cet aspect méta-là qui est essentiel à The Fantastics. Oui, on va revenir sur le film un peu plus tard. Et aussi, il y a beaucoup d'éléments de burlesque dans la pièce, avec notamment les personnages des deux comédiens, donc les deux acolytes de El Gallo. Voilà, tout cet aspect burlesque qui renvoie là aussi, à mon avis, je suis pas une grande spécialiste de l'histoire du théâtre, mais à des traditions théâtrales. Ça fait notamment penser, je trouve, à la Commedia dell'arte, dans les interactions entre ces deux personnages-là. Alors, comme vous l'aurez compris, The Fantastics, c'est une comédie musicale donc qui comporte donc plusieurs numéros musicaux, mais la chanson la plus connue et de loin de la pièce, c'est la chanson Try to Remember, une chanson mélancolique chantée par El Gallo au début puis à la fin de la pièce. Oui, alors cette chanson, elle est célèbre en dehors de la pièce. Énormément de gens la connaissent un petit peu la mélodie, quelques mots, etc. Sans savoir du tout, en réalité, que ça vient de The Fantastics. Elle a été reprise de nombreuses fois, notamment dans une très belle version assez connue de Harry Belafonte. Et en France, elle est surtout connue pour avoir illustré pendant des années, pendant 20 ans en réalité, de 91 à 2011, les publicités pour le café Carte Noire, bande d'incultes que nous sommes. Nous ne connaissons que la version Carte Noire. Oui, personnellement, c'est une chanson que j'aime beaucoup, mais je pense qu'effectivement, la première fois que je l'ai entendue, c'était dans les pubs Carte Noire. Vous voyez la chanson que c'est Try to remember. Je mettrais peut-être un petit extrait. Ah ouais, de la pub. Ouais, on va voir. C'est un podcast. Est-ce qu'on n'est pas un podcast sponsorisé par le café, en vrai, hein? Alors moi, personnellement, non, je ne bois pas de café. Mais je mettrai un petit bout. J'ai essayé de retrouver parce que j'ai déjà chanté cette chanson en public, entre guillemets. Enfin, c'était à une fête familiale. Mais alors, c'est trop triste parce que le CD... Désolé, je raconte ma vie. Non, mais on veut tous savoir de la fête de la musique qui, chez les Marmiès, est un événement très important. Voilà, je le dis haut et fort. Je te dévoile. Voilà, et du coup, il y avait un CD qui avait été gravé de cette fête de la musique 2012, et j'ai essayé de le mettre sur mon lecteur CD, là, et le CD, il passe plus. Et, alors, pensez-y, hein, ça s'efface, ces trucs-là. Parce que là, je ne peux plus retrouver... Comment ça s'efface? Eh ben, mais c'est pas pérenne, en fait, ni les DVD, ni les CD, c'est des trucs, ça se garde pas des années et des années, surtout les trucs gravés, mais même, enfin bref, il faut faire attention, faut le garder... faut le dupliquer sur des fichiers, sur le cloud, si vous voulez garder les choses, parce que là, je sais pas du tout si je pourrais jamais retrouver cet enregistrement de moi chantant Try to Remember. Tu vas être obligé de le chanter à nouveau en public. Ah ben voilà, peut-être, ouais. Désolé du coup, parce qu'à la limite, je m'étais dit, tiens, je pourrais mettre un bout dans l'épisode. Non, bah, d'abord, il fallait que je réécoute, parce que c'était il y a 12 ans, je sais pas si c'était des chefs-d'œuvre. Bon, bref. Passons. Carte Noire, un café nommé Désir. Passons à un truc qui n'a rien à voir. Cette transition est incroyable. Ouais, c'est clair. Une controverse autour du mot rape qui est utilisé à de nombreuses reprises dans la pièce, dans son sens ancien, qui est le sens de enlèvement, puisque donc pour mener à bien leur projet, comme je disais, les pères vont engager des comédiens pour faire semblant d'enlever Louisa et que Matt la sauve. Et c'est surtout dans la chanson chantée par El Gallo, qui s'appelle It Depends on What You Pay, que le mot est répété un nombre effrayant de fois. C'est vrai que j'ai réécouté, il dit en fait plein de sortes de rape différents. Et d'ailleurs, il l'explique dans la pièce qu'il l'utilise dans le sens ancien de enlèvement, enfin de abduction en anglais. Mais bon, au fil des années, le public est devenu plus sensible à ce terme, rape évidemment, hein, qui, comme je rappelle, ça veut dire viol dans le vocabulaire, on va dire, contemporain.
et a réagi donc plus négativement à l'usage de ce mot. Et donc à partir des années 90, les auteurs ont proposé une chanson qui n'est pas rajoutée dans toutes les versions, c'est au choix des créateurs de chaque nouvelle version. Une chanson qui s'appelle Abduction, qui peut éventuellement remplacer la chanson d'El Gallo pour les personnes qui ne voudraient pas avoir cet usage abondant du mot rape. Et d'ailleurs cette chanson est utilisée dans le film. C'est étonnant qu'ils aient choisi de faire une nouvelle chanson plutôt que simplement changer les paroles. Oui, si mais alors réécoute It Depends on What You Pay, il y a le mot rape à chaque instant. On peut pas remplacer par un autre mot. Bah non, parce que, enfin, à part abduction, mais du coup ça a 2 syllabes de plus. Je sais pas. Ouais. Ils ont peut-être dit que c'était carrément plus facile de réécrire quelque chose, quoi. Non, mais c'est rigolo, je trouve. Enfin, tu vois, plutôt que même de changer entièrement les paroles, mais garder la mélodie, mais de carrément. Ouais. Peut-être ils ont essayé, ça fonctionnait pas, et du coup ils ont carrément écrit autre chose. Ouais, non, mais c'est une bonne question. Et dans l'adaptation française, pour le coup, rape est traduit par rapt, ce qui fonctionne parce que bah c'est le même nombre de syllabes, c'est un mot de la même origine que rape bien sûr, puisque rapt pour le coup ça n'a pas changé de sens on va dire en français, ça veut toujours dire enlèvement. Mais du coup ça évite ce malaise étrange de la version anglaise. Personnellement, j'avoue, j'avais un peu bugué sur le rapt parce que je trouvais que c'était un terme plutôt curieux, bah déjà très très anglophone, mais j'avais pas du tout la ref du rape, donc maintenant je comprends mieux. Alors, avançons dans les années. Suite à sa création en 60, donc off-Broadway, le show a été présenté à Londres en 61, mais n'a duré que 44 représentations, et ensuite j'ai regardé, les autres productions londoniennes dans les décennies suivantes n'ont pas fait franchement mieux. Donc voilà, c'est un succès prolongé, mais aux États-Unis. Et au fil des années, à noter que Liza Minnelli, en 1964, face à Elliot Gould, Glenn Close ou encore Christine Chenoweth ont joué dans la pièce. Bon, Christine Chenoweth plus récemment, je crois, à la fin des années 90. Donc voilà, c'est une pièce qui a continué de circuler, aussi en tournée, etc. aux États-Unis, et qui a attiré notamment de jeunes acteurs et actrices. Pour le coup, je serais assez curieuse de voir ce que ça peut donner justement avec ces stars-là, même si j'imagine que lorsqu'elles l'ont faite, elles n'étaient pas forcément déjà stars, mais oui, c'est ça. Ça donne envie. Pour le coup, avec Liza Minnelli, je serais assez curieuse de voir ce que ça pouvait donner. Carrément. Dans ce qu'on peut voir aujourd'hui justement de la pièce, on peut noter une version télévisée qui date de 1964, mais qui donc n'est malheureusement pas avec Liza Minnelli. Une véritable curiosité, une version abrégée d'1 heure qui est disponible sur YouTube. On pourra vous mettre le lien pour que vous jetiez un coup d'œil. Dans le personnage de El Gallo, on a Ricardo Montalban, qui est un acteur américano-mexicain qui s'est illustré dans pas mal de comédies musicales de la MGM dans les années 40 et 50, un peu dans cet archétype de Latin lover. Voilà, il a fait notamment des comédies musicales aux côtés d'Esther Williams. Et il est connu du grand public pour ses rôles dans la série télévisée L'Île Fantastique et dans les sagas La Planète des Singes et Star Trek. Ouais, moi c'est un acteur que je connaissais de réputation et parce que sûrement j'en avais déjà entendu parler par toi, et c'est pour ça que je t'ai demandé toi de faire la petite bio. Je sais pas pour le coup. J'ai quand même dû vérifier qui c'était, mais ça fait partie de ces acteurs qu'on voit aussi, on va dire, dans des films, comme on dit, plutôt mineurs du patrimoine, et voilà que moi aussi je pense l'avoir déjà vu, son visage est familier, mais je sais pas précisément dans quoi, à vrai dire. En tout cas, j'ai trouvé assez charismatique et bien dans cette version abrégée là, de la télévision. Donc Louisa est jouée par Susan Watson, on en parlait, donc celle qui l'avait interprétée dans la toute première version au Barnard College. Et Stanley Holloway, qui est donc Alfred Doolittle dans My Fair Lady, et Bert Lahr, qui est donc le lion dans Le Magicien d'Oz, jouent les deux pères. Ces deux acteurs assez, aussi là encore charismatiques, un peu caractère-acteurs, habitués à des rôles de second rôle comique, qui sont plutôt chouettes dans ces deux rôles-là. Ouais, ils sont mignons, on voit qu'ils s'amusent bien. Enfin, je trouve que les meilleurs moments, en fait, c'est leurs deux duos Never Say No, où ils s'amusent du fait que pour faire quelque chose à leurs enfants, il faut leur dire non. Et aussi la chanson Plant Radish qui est assez marrante, où ils constatent que faire pousser des légumes, c'est plus prévisible et facile que d'élever des enfants. Donc c'est une version vraiment émission télé, voilà, ceux qui voudront regarder sur YouTube, c'est pas un téléfilm, c'est vraiment une version théâtre filmé, je sais pas comment dire. Donc il y a un style très théâtral avec des décors factices, des comédiens et comédiennes qui s'adressent sans cesse à la caméra, mais ça donne un bon aperçu de la pièce. Et donc, outre cette version de télé, il y a aussi un film qui a été produit par la MGM en 95 et qui n'est sorti qu'en 2000.
et qui, à mon sens, a un look très très années 90. Je sais pas comment dire ça, mais à la fois dans la façon dont c'est filmé et aussi peut-être surtout dans les looks des actrices, on est sur quelque chose très très marqué années 90, qui a pas forcément hyper bien vieilli. Oui, notamment la coupe de cheveux de El Gallo, j'ai trouvé que c'était très très beau gosse des années 90, quoi. Je sais pas comment dire. Les cheveux longs bouclés là. Donc ce film il est réalisé par Michael Ritchie, qui est, on va dire, pour être gentil, un réalisateur de seconde zone américain, auteur de comédie depuis les années 70. Et The Fantastic, c'était vraiment un projet de longue date pour lui, qui était un grand fan de la comédie musicale. Donc il a fini par réussir à faire son projet, même si on va voir que ça n'a pas été de tout repos. Le scénario est écrit par les auteurs de la pièce, donc Tom Jones et Harvey Schmitz eux-mêmes. Matt est joué par Joey McIntyre, qui est, donc moi je connaissais pas spécialement, mais un ancien membre du boys band New Kids on the Block. Là aussi ça c'est très années 90. Louisa est jouée par Jean Louisa Kelly, une actrice, j'ai regardé, qui a commencé très jeune la comédie musicale, qui a joué Annie sur scène, et là ça va être son premier rôle important au cinéma. Le père de Louisa est interprété par Joel Grey. Ai-je besoin de le présenter ? Une légende de la comédie musicale, qui a joué le rôle du MC dans Cabaret, qui a créé le rôle du magicien dans Wicked. Rien que ça. Voilà, quelques années après le film The Fantastic, mais rien que ça. Et il joue donc en compagnie de Brad Sullivan, qui va jouer le père de Matt. Et El Gallo est joué par Jonathan Morris, un acteur de théâtre britannique. J'ai vu qu'il était assez prolifique sur la scène londonienne, et il a joué notamment dans La Cage aux Folles ou encore dans Rocky Horror. Alors, j'avoue qu'au début, quand j'ai commencé à regarder ça, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est que ça? On a des passages vraiment super kitsch, avec des raccords hyper chelous. Je pense par exemple à la première chanson, la chanson de Louisa, donc la chanson Much More, un peu ça I Want Song, quoi, du tout début. Il y a des moments où elle court en plan large et ensuite elle se retrouve après un cut super brusque sur une porte qui est en train de s'ouvrir et donc se balance. Puis après elle est en train de marcher sur une poutre. On est vraiment en mode what the fuck, mais qu'est-ce que tu as fait avec ce montage? Oui, c'est vrai que le montage est un peu bizarre en tant que le réalisateur veut, en fait, dès le début, montrer qu'il va utiliser les possibilités du cinéma pour dynamiser la scène, faire se déplacer le personnage, montrer aussi des paysages. Mais bon, c'est vrai qu'il en fait un petit peu trop. Où il panique, il sait pas ce qu'il faut faire. C'est ça. Et alors après cette première scène vraiment étrange, soit je m'y suis faite, soit j'ai été divertie avec l'arrivée de nouveaux protagonistes, l'arrivée du cirque. Mais j'ai davantage aimé. Et en fait j'ai trouvé, en particulier les deux interprètes des pères, donc Joel Grey et Brad Sullivan, vraiment très bien. Et là encore j'ai bien aimé le numéro Never Say No. Bon, je pense que les numéros comiques dans cette pièce sont de loin les plus percutants. Changement, il me semble, par rapport aux versions théâtrales, on ajoute pour ce film donc cette fameuse arrivée d'un cirque pour expliquer pourquoi est-ce que les protagonistes, enfin les deux familles, vont rencontrer El Gallo et les acteurs. Oui, en tout cas oui, c'est plus précis on va dire que dans la pièce où c'est vrai que les comédiens arrivent un peu de nulle part. Et donc là dans le film, le générique de début se déroule sur l'arrivée des artistes, des forains qui viennent s'installer sur cet endroit un petit peu désert là. Ça fait penser je trouve au début des Demoiselles de Rochefort. C'est vraiment les forains qui arrivent et qui nous amènent en fait dans l'histoire avec eux quoi. Et cette présence du cirque, elle permet aussi un petit peu de varier la mise en scène de certains numéros qui dans la pièce se déroulent quasiment tous dans l'espace au niveau des deux maisons là. Ça permet par exemple à un duo amoureux, la chanson qui s'appelle Métaphore, de se dérouler devant un écran de cinéma qui diffuse un film muet, une adaptation de Roméo et Juliette. Et du coup, en plus, ça situe vaguement le film dans le temps, puisqu'on imagine qu'on se situe au début du XXe siècle, au moment où le cinéma était une attraction de fête foraine en fait. Oui, et ce cirque est peut-être généralement une façon de rendre cette adaptation cinématographique un peu plus spectaculaire. C'est vrai qu'une pièce minimaliste comme ça, c'est un peu une gageure de l'adapter au cinéma. Et là, le choix, comme on l'a dit, est un peu étonnant. Ça se passe au milieu de nulle part. On aurait pu imaginer que, voilà, comme on passe au cinéma, on va ancrer davantage ça dans une quelconque réalité sociale ou davantage le situer. Mais non, là, c'est presque un espace abstrait, parce qu'on dirait que c'est au milieu du désert, avec ce cirque. Il y a les deux maisons qui sont aussi très picturales, avec des décors, voilà, presque très théâtraux, même dans cette adaptation cinématographique.
Donc on est sur quelque chose d'un peu étrange qui à la fois choisit des éléments très cinématographiques pour prendre, comme toujours, la valeur ajoutée de la transposition au cinéma, mais reste malgré tout dans une esthétique aussi très théâtrale, d'où cet objet aussi peut-être finalement un peu étrange. Oui, c'est un film assez hybride et qui réussit pas totalement, je trouve, à faire ce passage du théâtre à la scène, parce que comme on l'a dit, ce Fantastic, c'est quand même très très ancré dans quelque chose de lié aux conventions du théâtre, en fait. Donc c'était un énorme challenge, de passer au cinéma. Je sais pas si c'est forcément une excellente idée, même si le film n'est pas nul au final, mais il y a quelque chose qui fait que on est un peu dans un entre-deux, quoi. La scène aussi de l'enlèvement, qui dans The Fantastic se déroule aussi dans les jardins des deux maisons, va se dérouler aussi dans la fête foraine, avec carrément un truc hyper bizarre, où Louisa se retrouve dans un canon, les canons de fête foraine, là, et elle est propulsée dans les bras de El Gallo. Enfin, c'est des choix vraiment très très étranges. Autre différence, ici on n'a pas vraiment d'ellipse entre les deux parties, donc avant et après le rapt, qui correspondent dans la pièce avant et après l'entracte. Donc, ça pose une autre question de comment marquer cette rupture sans faire d'ellipse narrative. Oui, et l'absence d'ellipse dans le film fait hyper bizarre parce que, bon, le principe c'est que entre l'acte 1 et l'acte 2, en fait, alors qu'à la fin ils étaient là, c'est un happy end, on est amoureux, etc. Au début de l'acte 2, ils se sont lassés l'un de l'autre, en fait, Louisa et Matt. Parce que le fait de ne plus... Là, ils se sont lassés en 10 minutes. Exactement. Parce que le fait de ne plus avoir d'obstacles, en fait, dans leur histoire d'amour, fait que finalement, ils trouvent que c'est un peu boring, en fait, de vivre un amour sans conflit, sans problème. Et tout le truc du deuxième acte, ça va être de faire qu'ils vont se retrouver, étant devenus plus mûrs avec ce qu'ils vont vivre dans l'acte 2. Mais du coup, comme tu dis, dans le film, ça marche moins bien parce que les amoureux, ils se lassent hyper vite l'un de l'autre. Le lendemain, ils en ont déjà marre, quoi. Alors que dans la pièce, on sent qu'il y a quand même eu une période où c'était bien et qu'ils se sont finis par se lasser parce qu'ils se sont finis par s'ennuyer. Mais là, du coup, ça fonctionne beaucoup moins bien, ouais. Et il y a un autre passage, peu clair, j'avoue, pour moi, où Louisa est plus ou moins hypnotisée et qu'elle voit Matt être dans des situations un peu étranges. Il y a ce passage-là qui m'a paru encore plus abscon que dans la pièce. J'avoue que j'ai encore moins compris. Oui, alors moi aussi, moi je suis pas sûre de bien comprendre ce passage. Donc c'est El Gallo qui va raconter des aventures merveilleuses à Louisa, parce que Louisa, on va dire au début du deuxième acte, elle s'entiche un peu de El Gallo. Et du coup, elle veut partir avec lui dans les aventures. Il lui raconte des aventures merveilleuses, mais au même moment, on voit Matt qui lui est parti voir le monde et qui subit de nombreuses souffrances, il se fait tabasser, etc. Sauf qu'en plus dans le film, ça se déroule dans l'enceinte du cirque, alors c'est pas clair, est-ce que Matt est vraiment parti ? Est-ce qu'il est juste allé dans le cirque ? Enfin, c'est un truc, j'imagine que c'est métaphorique, mais des fois, trop de métaphores tue la métaphore, du coup je comprends pas très bien comment ça s'imbrique ce que vit Louisa et ce que vit Matt à ce moment-là. Et je le comprends encore moins bien presque dans le film que dans la pièce. Donc on persiste un peu dans notre incompréhension, on n'avait pas compris sur scène, on n'a pas non plus compris au cinéma. Donc si une âme charitable veut bien nous expliquer... Mais même, j'ai regardé des vidéos, lu des textes et tout, et j'ai l'impression que l'interprétation... Il y a des gens qui disent que Matt est vraiment parti dans le monde, d'autres que c'est pas vraiment... Enfin, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Ce passage, juste avant ce que tu évoquais, le passage où Louisa commence à fantasmer sur El Gallo parce qu'elle pense qu'il fait semblant d'être un saltimbanque alors qu'il est en réalité un vrai bandit, ça m'a fait brusquement penser aux Pirates de Minelli, avec le même aspect problématique en mode je te kiffe parce que tu es une brute sanguinaire. Oui. Et ça m'a aussi fait penser, évidemment, à Crazy Ex-Girlfriend, qui, dans la chanson I Am the Bride of the Pirate King, épingle justement cette espèce de trope de la faible femme, l'ingénue, en fait, fascinée par les pirates parce qu'ils se sont des brutes sanguinaires qui ne demandent qu'à la violer. C'est très clairement ce qui est dit dans Crazy Ex, parce que, comme d'habitude, tout est épinglé à la perfection dans cette série. Non mais complètement t'as raison et aussi donc en lien avec le Pirate de Minelli, donc ce film qu'on a déjà un petit peu évoqué dans notamment notre épisode sur Judy Garland si je dis pas de bêtises, il y a aussi le côté hispanisant du personnage de El Gallo, là, le cliché un peu du personnage latin sanguin qui est en fait un bandit à moustache, enfin je sais pas, il y a quelque chose aussi de cliché sur ces représentations là quoi, cet imaginaire un peu latin étrange.
Sur le film, en fait, il a eu une réception assez médiocre du public lors des projections test, donc vers 95-96, ce qui fait que la MGM va se désintéresser du projet et va le mettre de côté, carrément. Et le film va finir par sortir 5 ans après, donc en 2000, dans une version raccourcie, 86 minutes contre 109 pour la version qui était celle, on va dire la version Director's Cut. Et apparemment, ça m'a paru très improbable, mais Francis Ford Coppola, qui était arrivé au conseil d'administration de la MGM en 98, a notamment été chargé de superviser les coupes du film pour pouvoir finir par le sortir. Et donc, c'est lui qui a coupé Try to Remember au début. Je trouve que c'est un crime, parce que c'est la chanson la plus connue. Ça nous aurait fait rentrer dans le film d'une manière un petit peu, je sais pas, mélancolique, émouvante et tout. Et là, Try to Remember, il reste que un petit bout dans la toute dernière scène, au moment où c'est bon, on a compris, quoi. Donc, très mauvais choix de Francis Ford Coppola, je tiens à le dire. Et de toute façon, on va dire que le cas de figure du film, dont on sait pas trop quoi faire, qu'on laisse sur une étagère pendant 5 ans et qu'on sort 5 ans plus tard, il est rare que dans ces cas-là, ça ait magiquement mûri et que ça fasse un carton. Oui, non, ça n'a pas plus marché en 2000 que ça aurait marché en 95, il faut être clair. Et c'est une pièce qui a connu un revival off-Broadway en 2006, donc qui s'arrête de jouer en 2002 et qui reprend en 2006, si je comprends bien. Oui. Et donc ce revival, il est notamment avec Santino Fontana dans le rôle du jeune homme. Et là encore, c'est une production qui va durer aux États-Unis, puisque elle va se jouer de 2006 à 2017. Alors maintenant parlons de la version que nous avons vue. On vous a déjà donné des petits teasings sur notre avis, mais donc c'est la version que l'on a vue à Strasbourg, une version produite par l'Opéra National du Rhin. Ça m'a fait me souvenir qu'il y a quelques années, The Fantastics, c'était peut-être au moment du Covid. Oui. Ça a failli se jouer au Théâtre Marigny, donc lorsqu'il était dirigé par Jean-Luc Choplin. Et à l'époque, je me souviens que j'étais enthousiaste, j'avais envie de le voir. Mais bon, ça s'est pas fait à cause de la pandémie. Donc voilà, on le retrouve. À l'époque, j'imagine que ça aurait été joué en anglais, mais là, c'était une version adaptée en français. Et donc, pour rappel, nous avions vu West Side Story à l'Opéra National du Rhin en 2022 et on est donc retourné à Strasbourg une nouvelle fois pour cette production de The Fantastics. Mais petite différence, ça ne se jouait pas à l'opéra même cette fois. Oui, alors faut dire que c'est une tellement petite production que sur la scène de l'opéra, ça aurait été un peu étrange. Mais ça se jouait dans un théâtre en périphérie de Strasbourg qui s'appelle le théâtre de Haute-Pierre, dans une zone commerciale à côté d'un Auchan. J'ai trouvé le lieu absolument sinistre. Alors évidemment, moi je suis carrément pour mettre des lieux culturels dans des quartiers où il y a moins de théâtre, des quartiers moins privilégiés, etc. Mais là, c'était littéralement un endroit où personne n'habite en fait. Oui, on a même vu des habitués de l'opéra qui eux-mêmes disaient que c'était quand même beaucoup moins pratique d'aller jusque là-bas. Et moi, personnellement, j'ai peur que quand c'est pas pour des trucs hyper, soit connus, voilà, qui font vraiment venir les gens de loin, voilà, que mettre en fait ces productions plus petites, plus mineures, dans des lieux encore plus éloignés, ça finisse par décourager tout le monde. Oui, c'est un risque. Alors, la traduction française, pour l'occasion, a été faite par Alain Péroux, qui se trouve être le directeur de l'Opéra du Rhin, tout simplement. Donc c'est peut-être lui qui aime cette pièce et qui voulait la produire, parce qu'on se demandait un peu pourquoi produire les Fantastics à Strasbourg. C'est peut-être juste une question de goût du directeur. J'ai l'impression que souvent, quand c'est des trucs un peu sortis du chapeau, inconnus au bataillon, en tout cas en France, c'est une volonté artistique d'un directeur de maison d'opéra ou autre. Enfin, comme quand Choplin veut faire Forum au Lido, c'est parce qu'il a personnellement envie de ça, visiblement. Comme Titanic à Metz aussi, un peu. Oui, c'est ça. De toute façon, c'est une programmation. Donc, un directeur qui va choisir le truc qui lui fait plaisir. C'est ça aussi. Bon, parfois, c'est des bonnes surprises. Parfois. En tout cas, la traduction d'Alain Péroux m'a paru correcte. En tout cas, les textes étaient bien. Évidemment, je connaissais pas bien les textes anglais, donc voilà. Mais par exemple, Try to Remember, qui devenait Souvenir tendre d'un soir de septembre. Enfin, ça sonnait bien dans mon souvenir. Ouais. Quand on comprenait, mais ça, on va y revenir. La mise en scène est ici signée par Myriam Marzouki, une mise en scène plutôt sympathique, plutôt jolie, même si évidemment très minimaliste. On voit en fait les deux jardins à travers deux serres en fait de chaque maison. Chacune est identifiée par une couleur, comme chaque personnage d'ailleurs dans les costumes. Chaque personnage va avoir une couleur assignée. Oui, alors du coup j'ai une petite citation justement de la metteuse en scène, donc extraite du livret de présentation qu'on avait eu lorsqu'on est allé voir la pièce.
J'ai souhaité revivifier l'esthétique du théâtre de très tôt en racontant ce conte au public d'aujourd'hui dans une scénographie aux couleurs pop. La pièce est structurée par 4 binômes, les amoureux, les parents, le duo El Gallo-Le Mur, on va en parler de ça, et les mauvais comédiens. J'ai choisi de donner à chaque personnage un costume avec une couleur dominante forte afin de rendre leur relation lisible et de construire chaque scène avec une ligne claire, comme un tableau coloré et contrasté. La jeune Louisa est associée au rouge, son prétendant Matt au violet, Madame Huckleby au jaune, Monsieur Bellamy au vert, tandis qu'El Gallo et le muet se partagent les nuances de noir, blanc et gris. Parce que contrairement aux versions, la version cinématographique qu'on a vue, ici, et comme dans les autres productions apparemment, c'est la convention sur scène, le mur est incarné par un personnage, donc un personnage muet, qui joue son rôle de mur, ici de façon très convaincante. Je trouve qu'il était curieusement attachant, ce mur, et ce comédien qui a aussi un peu pour fonction en fait de commenter l'action par des mimiques, et puis il avait un look plutôt rigolo avec son chapeau melon. Voilà. J'ai bien aimé ce personnage. Oui, et du coup, en jetant un œil au texte de Rostand, de romanesque, j'ai vu qu'en fait c'est un concept qui existait déjà dans la pièce de Rostand, puisque parmi la liste des personnages, comme on voit toujours au début des pièces de théâtre, c'est écrit un mur, personnage muet. Donc ce concept vraiment vient de Rostand à l'origine. Et donc voilà, c'est effectivement présent dans toutes les productions, mais pas ni dans la version télé ni dans la version ciné, parce que ça serait peut-être un peu too much. Je suis en train d'imaginer une espèce de figure incrustée sur un mur, tu sais, qui bougerait, là, des lèvres, un truc affreux, une image de synthèse. Je suis déçue qu'on n'ait pas fait ça. Ils sont pas allés assez loin. L'humour de la pièce était assez efficace, avec notamment les fameux donc 2 personnages de comédiens qui se tirent un peu la bourre, là, qui s'engueulent et qui donnent beaucoup de burlesque à la pièce. C'est un aspect que j'ai plutôt bien aimé. Niveau musique, il y avait seulement 2 musiciennes qui jouaient, une pianiste et une harpiste. J'ai vu qu'en fait c'était la formation en fait typique piano plus harpe quand se jouent les Fantastics, même si ça peut varier. Okay. Mais là en tout cas juste piano et harpe ça fonctionnait bien, on ressentait pas de manque, j'ai trouvé. Oui, carrément. Elles étaient vraiment très chouettes. Oui, puis souvent je les regardais, elles étaient, je sais pas, engagées dedans, très expressives, parce qu'elles étaient sur scène bien sûr, et donc ça fonctionnait très bien. À noter que dans cette version, le jeune homme a une mère et non un père. Évidemment, quand on l'a vu, on savait pas que c'était un changement et que normalement c'était 2 pères, mais bon, il y a pas de raison que ça fonctionne pas. Mais c'est vrai que j'ai pas entendu parler d'autres versions qui faisaient ce choix-là, donc enfin j'en sais rien si ça a été fait avant, mais ça fonctionnait très bien. Ce qui fonctionnait un petit peu moins bien, à notre sens, c'est que, de façon logique, comme il s'agissait donc les interprètes étaient de formation et de carrière, on va dire, opératique. Donc c'est des gens qui se produisent sur des scènes d'opéra, et ça se ressentait aussi un petit peu dans le style de chant. Parfois, on comprenait pas très bien. J'ai trouvé pas tellement les dialogues, mais surtout les paroles des chansons qui étaient chantées tout simplement de façon trop opératique. Et des fois, ça me semblait, ce style opératique, aller à l'encontre du style de la chanson. En particulier pour la première chanson de Louisa, la I Want Song, ça m'a paru carrément étrange, en fait, de chanter cette chanson comme ça. Oui, je suis complètement d'accord. Effectivement, dès le début, ce style trop opératique, ça tranche avec le registre musical de la pièce, en plus du fait qu'on comprenait pas tout. Or, en comédie musicale, mais on doit comprendre les paroles. Et bon, je trouve que c'est un problème un peu récurrent de faire chanter du musical par les chanteurs d'opéra. Aucun des interprètes n'avait d'expérience en comédie musicale. Ça fait un peu penser à ce qu'on avait dit lorsqu'on a vu La Petite Boutique des Horreurs à l'opéra comique. On avait parlé de cet aspect-là, du fait que ça peut clasher le style d'un chanteur d'opéra avec la musique type comédie musicale. Je trouve que, là en l'occurrence à Strasbourg, l'interprète du jeune homme, même si c'était un chanteur d'opéra, il arrivait mieux, j'ai oublié son nom, je vais quand même le donner parce que je l'ai bien aimé, donc on va quand même trouver son nom. Jean Mianet, je trouve qu'il arrivait mieux à se fondre dans le style comédie musicale que sa partenaire. Autre remarque, désolée, j'ai un peu peur de paraître xénophobe, mais... Il y avait beaucoup d'interprètes qui étaient étrangers. Sur les 5 chanteurs, il y en avait 3 étrangers, une uruguayenne, un polonais, une anglaise. Ils étaient très bien, c'est pas la question, mais du coup, parfois, je trouve que ça rend le texte plus compliqué à comprendre. Et encore une fois, en comédie musicale, c'est un peu dommage. Parce qu'en opéra, en fait, c'est moins un problème. Parce que le fait de pas comprendre le texte quand on va à l'opéra, c'est genre intégré par le public. Et en plus, tout est toujours surtitré. Oui, c'est ça, c'est surtitré. Même quand le texte est en français, c'est surtitré. Donc, y a pas de problème, en fait. Même si la prononciation du français n'est pas nickel, c'est pas un problème.
En comédie musicale, moi, quand je comprends pas le texte, je suis un peu chagrine. Voilà, je le dis. Et il y avait aussi cette question de parler avec plus ou moins la même voix que celle avec laquelle on chante, en fait, qui est vraiment une des conventions un peu de base de la comédie musicale, hein, de chanter comme on parle, puisque le chant est l'expression naturelle, la prolongation naturelle des sentiments des personnages. Là, on a vraiment une rupture, en fait, entre le registre opératique et le registre des voix dialoguées, qui va un peu quand même à l'encontre de certains des principes fondamentaux du genre. Mais on doit être trop arc-bouté sur nos principes. Ouais. Est-ce qu'on serait pas un peu un podcast réactionnaire, il faut le dire? On veut pas que les choses se mélangent. C'est soit une comédie musicale, soit un opéra, ok les gars? On est contre le métissage. Je disais que j'étais xénophobe, écoute, on y est. Bon, en résumé, moi j'étais assez contente de découvrir cette pièce à Strasbourg. J'ai trouvé des interprètes effectivement plutôt chouettes, mais globalement, j'avoue ne pas avoir plus accroché que ça. J'étais très fatiguée, j'avais froid, je me suis un petit peu endormie, ça n'aide pas, hein, j'avoue. Mais malgré tout, une bonne découverte, et on ne saurait que trop remercier les maisons d'opéra de continuer à nous faire découvrir des pièces, parce que autrement, comment est-ce qu'on aurait découvert que ce n'était pas juste la chanson de la pub Carte Noire? Moi, je peux pas dire que j'ai adoré non plus, mais j'ai apprécié de découvrir cette œuvre, voilà, qui est très singulière. Hein, c'est intéressant de découvrir des choses qui sont ultra connues aux États-Unis et absolument méconnues en France. Il y a quelques beaux moments. J'ai notamment bien aimé le dernier tableau avec le duo des retrouvailles des amoureux qui s'appelle They Were You, je crois. C'était toi, il me semble en français. Puis ensuite la reprise finale de Try to Remember avec tous les personnages qui chantaient ensemble sur la scène, face publique. C'était un très beau moment, donc une belle découverte. Eh bien, si jamais vous l'avez vu, dites-nous ce que vous en avez pensé. Hein. On serait curieuse d'avoir votre réaction face à cette pièce. Et d'ici là, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de All That Jazz. Salut tout le monde!